Jamais je n'aurais imaginé que la première fois que je rentrerais chez moi en tant que mère, l'endroit me semblerait si vide. Mon corps était endolori d'une manière que je n'aurais jamais cru possible, et mes bras tremblaient, tandis que je berçais ma petite nouveau-née contre ma poitrine. Au moment où j'ai franchi le seuil, j'ai senti un frisson qui n'avait rien à voir avec le courant d'air. Ma belle-mère, Monique, attendait déjà dans le salon, sa bouche fine plissée dans une moue de mépris qui me serra le cœur. L'hôpital Bichat à Paris était déjà derrière moi, avec ses couloirs aseptisés et ses infirmières aimables qui m'avaient encouragée pendant les 48 heures que j'y avais passées. « Vous verrez, tout ira bien, Chloé », m'avait dit la sage-femme en signant ma sortie, comme elle se trompait. À peine avais-je posé mon sac d'hôpital par terre que Monique s'est jetée sur moi et m'a arraché le bébé des bras. Ses ongles m'ont griffé le poignet, mais j'étais trop abasourdie pour réagir. Elle a saisi ma fille, ma petite Alice, si fort que j'ai eu peur qu'elle ne la blesse. Puis, sans un seul mot de félicitation ou de gentillesse, elle s'est tournée vers moi, les yeux pleins de mépris, et a aboyé « Nettoie-moi cette maison tout de suite, sale souillon ». J'ai regardé autour de moi, désorientée. Le petit appartement de Belleville que Mathieu et moi avions réussi à louer il y a à peine un an, quand nous nous sommes mariés, me paraissait maintenant étranger et hostile. La vaisselle dans l'évier, le linge non plié, c'était tout ce que j'avais pu faire durant les derniers jours de ma grossesse, alors que je pouvais à peine bouger avec mon ventre énorme. Ma vision s'est brouillée, tandis que l'épuisement m'envahissait comme une vague. J'ai murmuré que j'avais besoin de me reposer, mais elle a seulement haussé la voix encore plus fort, un ordre strident qui résonnait dans ma tête. « Te reposer ? Après être restée allongée à l'hôpital comme une reine ? Mon fils travaille toute la journée pour t'entretenir, et c'est comme ça que tu le remercies. » La chaleur de mai entrait par la fenêtre ouverte, avec le brouhaha de la rue. Les voisins, ces mêmes personnes qui m'avaient félicité pendant des mois, qui m'avaient apporté des cadeaux pour le bébé, qui m'avaient promis leur aide. Où étaient-ils maintenant ? L'appartement au 3e étage sans ascenseur me semblait être une cage. Madame Dubois, la voisine du 2e, m'avait prévenu une fois alors que nous étendions le linge dans la cour intérieure. « Cette belle-mère à vous, elle n'a pas l'air commode, Chloé. Faites attention. » J'avais ri à l'époque, pensant que c'était des histoires de bonnes femmes. Maintenant, je comprenais parfaitement ce qu'elle voulait dire. J'ai essayé d'atteindre le canapé usé que nous avions acheté d'occasion, mais Monique m'a bloqué le passage. Ses yeux, si semblables à ceux de Mathieu, mais remplis d'une rancœur que je n'avais jamais vue en lui, jusqu'à présent, me scrutaient comme si j'étais un insecte. « Mon Mathieu mérite mieux que toi », siffla-t-elle en berçant Alice d'un mouvement brusque qui fit pleurer le bébé. Je l'ai toujours su. Une serveuse sans diplôme, sans famille respectable. Ces mots me frappèrent comme des gifles. C'était vrai que j'avais été serveuse dans le café, où Mathieu, ingénieur fraîchement diplômé, venait chaque matin avant d'aller au bureau. C'était vrai que mes parents étaient morts des années auparavant et que j'avais été élevée par mon grand frère, Julien, dans un quartier populaire de la banlieue lyonnaise. Mais je n'en avais jamais eu honte, jusqu'à ce que Monique entre dans ma vie. Alice continuait de pleurer, de plus en plus fort, ses petits poings s'agitant dans les airs. Je reconnaissais ses pleurs. Elle avait faim. Mes seins ont commencé à me faire mal, le lait commençant à monter en réponse aux pleurs de ma fille. « Je dois la nourrir », dis-je en essayant de rendre ma voix ferme. « S'il te plaît, donne-la-moi. » Monique me regarda avec dégoût. L'allaiter, comme une bohémienne dans la rue ? Non, je vais lui donner le biberon. J'ai déjà apporté du lait en poudre. J'ai senti quelque chose se briser en moi. Pendant toute ma grossesse, j'avais rêvé de ce lien, de ces moments d'intimité avec mon bébé. J'avais lu tous les livres, assisté à tous les cours, tout préparé pour donner le meilleur à ma fille. Et maintenant, cette femme prétendait m'enlever cela aussi. « C'est ma fille », murmurai-je, les mots à peine audibles sous les pleurs de plus en plus désespérés d'Alice. « Et c'est moi qui vais la nourrir. » Des pas dans le couloir m'indiquèrent que nous n'étions plus seuls. Mathieu avait fini de monter les valises et entrait dans le salon. Son visage, normalement aimable, montrait des signes de fatigue et autre chose que je ne sus pas identifier à ce moment-là. Il regarda la scène, sa mère avec le bébé en pleurs, moi debout, tremblante, et fronça les sourcils. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» demanda-t-il en posant la dernière valise par terre. Avant que je puisse répondre, Monique prit la parole.
ta femme refuse de nettoyer cette porcherie. Et regarde comme elle laisse la petite pleurer. Elle ne sait même pas s'occuper de sa propre fille. » Mathieu me regarda, et dans ses yeux, je vis quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Le doute. Il hésitait entre me croire, moi, ou sa mère. Et à cet instant, je sus que quelque chose de fondamental s'était brisé entre nous. Quelque chose que nous ne pourrions peut-être jamais réparer. J'ai essayé de contrôler ma respiration. Mes mains tremblaient alors que je les tendais à nouveau vers Alice. Mais Monique recula d'un pas, tenant mon bébé comme un trophée qu'elle refusait de rendre. Ses yeux se plissèrent, et elle commença à énumérer chacun de mes prétendus échecs, ses mots tranchant les derniers lambeaux de mon fragile sang-froid. « Mathieu, ta femme a transformé votre foyer en une soue, » continua Monique en se berçant légèrement, tandis qu'Alice pleurait toujours. « Regarde cette vaisselle, cette poussière, ce linge qui traîne. Qu'est-ce qu'elle a fait pendant tout ce temps? Et maintenant, elle dit qu'elle est fatiguée. Fatiguée, alors que tu as travaillé 12 heures pour l'entretenir. » Mon mari promena son regard du visage de sa mère au mien. La petite horloge suspendue au-dessus de la télévision indiquait 4 heures de l'après-midi, et par la fenêtre entrait la lumière dorée typique de Paris au printemps. Dehors, on entendait les rires des enfants qui rentrèrent de l'école, étrangers au drame qui se déroulait dans notre petit appartement. Quand j'ai enfin trouvé ma voix, elle était faible et brisée. « Je ne ferai pas ça maintenant, » murmurai-je. « Je viens d'accoucher. S'il te plaît, rends-moi ma fille. » Mon refus ne sembla qu'alimenter sa fureur. Elle me regarda avec mépris, puis jeta un coup d'œil par-dessus son épaule vers le couloir où Mathieu se tenait toujours, nous observant avec une expression indéchiffrable. Monique savait exactement ce qu'elle faisait quand elle l'a interpellée. Son ton était mielleux quand elle a dit que je refusais de m'occuper de ma famille et que je vivais dans la crasse. J'observais avec horreur le visage de Mathieu s'assombrir, les veines de son cou se marquant alors qu'il s'avançait vers moi. Je sus, à cet instant, que rien de ce que je pourrais dire ne changerait ce qu'il croyait. « C'est vrai ce que dit ma mère ?» demanda-t-il d'une voix que je ne reconnus pas. C'était la voix d'un étranger. Du même étranger qui m'avait juré un amour éternel devant l'autel de l'église Saint-Ambroise, à peine 1 an plus tôt, entouré de fleurs d'oranger et de promesses qui semblaient maintenant aussi fragiles que du papier. « Mathieu, s'il te plaît, » tentai-je d'expliquer. « Je viens d'arriver de l'hôpital. Je suis épuisée. J'ai des points de suture, j'ai mal partout et... Je t'ai demandé si c'était vrai. » M'interrompit-il en s'approchant si près que je pouvais sentir l'odeur du café sur son haleine. « Tu as refusé de nettoyer la maison? Tu as fait pleurer notre fille ?» Je sentis les larmes commencer à couler sur mes joues. Les pleurs d'Alice étaient devenus plus faibles, comme si même elle savait qu'elle devait se taire face à la tempête qui s'annonçait. « Le bébé a faim, » réussis-je à dire. « Je dois la nourrir. Après, je nettoierai, je le promets. Mais pour l'instant, j'ai besoin de... Ce dont tu as besoin, c'est d'apprendre à être une bonne épouse et une bonne mère. » La voix de Monique trancha l'air comme un couteau. « Mathieu travaille toute la journée pendant que tu te prélasses. Tu crois que je ne sais pas que tu passais tes après-midi à regarder des feuilletons quand tu étais enceinte? Mon fils mérite mieux. » Je regardais Alice, dont les pleurs n'étaient plus qu'un gémissement. Ses petits poings s'agitaient toujours dans les airs, cherchant quelque chose à attraper, me cherchant, moi. L'instinct maternel qui avait fleuri en moi pendant ces 9 mois se tordit douloureusement. « Rends-moi ma fille, s'il te plaît, » répétai-je, cette fois avec plus de fermeté. « Elle a faim et je vais la nourrir. » Je vis Monique serrer la mâchoire. Pendant un instant, je pensais qu'elle allait refuser, mais alors Mathieu intervint. « Maman, donne la petite à Chloé. » Pendant une seconde, je fus soulagée. Peut-être que Mathieu comprenait, peut-être qu'il voyait clair dans les manipulations de sa mère, mais ce soulagement fut de courte durée. « Qu'elle la nourrisse, » continua-t-il d'une voix froide, « et après, qu'elle nettoie ce désordre. Je ne me suis pas crevée au boulot pour rentrer dans une porcherie pareille. » Monique me regarda avec un sourire triomphal avant de me tendre Alice. Je pris mon bébé avec des mains tremblantes, sentant son petit corps chaud contre le mien. Immédiatement, elle commença à chercher mon sein, sa petite bouche ouverte et affamée. « Allez, nourris la petite, » ordonna Mathieu. « Je t'attends dans la cuisine après. Il y a beaucoup à faire. » Sans attendre de réponse, il se dirigea vers la chambre, probablement pour changer le costume qu'il avait porté à l'hôpital. Monique resta là, me regardant comme un vautour,
alors que je m'asseyais sur le canapé et tentais de m'installer pour donner le sein à Alice. « Tu ne vas pas dans la chambre ?» demanda-t-elle avec dédain. « Ce n'est pas convenable de faire ça devant tout le monde. »« Nous ne sommes que toutes les deux, » répondis-je, trouvant un peu de courage dans la connexion avec ma fille, qui t'était maintenant avidement. « Et c'est ma maison. » Ses yeux brillèrent de malice. « Pour l'instant, » murmura-t-elle, assez bas pour que je sois la seule à l'entendre. « Pour l'instant. » Pendant les 20 minutes que je passais à nourrir Alice, Monique ne bougea pas de sa position. Elle resta là, debout, comme une sentinelle s'assurant que je ne m'échappe pas. De temps en temps, elle lâchait un commentaire sur ma technique d'allaitement, sur la façon dont elle avait élevé Mathieu différemment, sur le fait que je faisais tout de travers. J'essayais de me concentrer uniquement sur Alice, sur ses petits bruits de satisfaction, sur la sensation de ses petites mains contre ma peau. C'était la seule chose réelle à ce moment-là, la seule chose qui comptait. En la regardant, je fis une promesse silencieuse. Je te protégerai. Quoi qu'il arrive, je te garderai en sécurité. Quand Alice eut fini de manger, je la soulevai doucement pour lui faire son rot, comme on me l'avait appris à l'hôpital. Je ressentis une petite victoire quand elle émit un rot sans problème. « Maintenant, donne-la-moi », exigea Monique en tendant les bras. « Tu as du travail à faire. » Je voulais refuser. Chaque fibre de mon être criait que je ne devais pas confier mon bébé à cette femme qui distillait tant de haine envers moi. Mais alors, Mathieu apparut à la porte de la cuisine, observant la scène avec des yeux plissés. « Qu'est-ce que tu attends, Chloé ?» Sa voix était tranchante. « Ma mère peut s'occuper d'Alice pendant que tu nettoies. Elle a déjà élevé un fils. Elle sait ce qu'elle fait. » Je regardais mon bébé, maintenant calme et somnolent après avoir mangé, puis mon mari. Où était l'homme qui m'avait tenu la main pendant l'accouchement, qui avait pleuré en entendant le premier cri de notre fille? Où était le Mathieu qui m'avait promis que nous formerions une famille heureuse? Non, dis-je, et le mot tomba comme une pierre dans l'eau. Je ne donnerai ma fille à personne. Je peux nettoyer avec elle dans les bras. Le silence qui suivit fut si dense qu'on aurait pu le couper au couteau. Je vis le visage de Mathieu se transformer, l'incrédulité laissant place à quelque chose de plus sombre, de plus dangereux. Monique, de son côté, semblait presque satisfaite, comme si elle avait attendu exactement cette confrontation. J'ai essayé de reculer, mais Mathieu m'a rejointe en 3 enjambées. Sa main s'est emmêlée dans mes cheveux, tirant en arrière, jusqu'à ce que mon cuir chevelu brûle de douleur. Alice se mit à pleurer, un gémissement fin et terrifié qui transperça l'air, mais aucun d'eux ne parut s'en soucier. Monique ne fit que la serrer plus fort contre sa poitrine, souriant de mon humiliation. « Pour qui tu te prends pour me défier dans ma propre maison ?» grogna Mathieu, des postillons éclaboussant ma joue. « Tu es une bonne à rien, tu ne peux même pas garder ta propre maison propre. » Je sentis sa paume heurter mon visage, une fois, puis une autre, et la douleur explosa derrière mes yeux comme un feu d'artifice. Mes genoux cédèrent, mais il ne me laissa pas tomber. Il me maintint debout, juste pour pouvoir me regarder dans les yeux, pendant qu'il me traitait de pathétique. Le coup résonna dans le petit appartement comme un coup de tonnerre. Pendant un instant, tout fut silencieux. Même Alice cessa de pleurer, comme si le temps s'était arrêté. Je sentis un bourdonnement dans mes oreilles et un goût métallique dans ma bouche. Ma joue me brûlait comme si on m'avait pressé un fer rouge contre la peau. « Mathieu !» La voix de Monique n'exprimait pas l'horreur, mais une sorte de satisfaction dissimulée. « La petite regarde. Pas devant la petite. » Mon mari relâcha sa prise sur mes cheveux, mais ne s'écarta pas. Sa respiration était lourde, comme celle d'un taureau sur le point de charger. Je pouvais sentir la sueur qui émanait de lui, mélangée à l'après-rasage que je lui avais offert à Noël. « Regarde ce que tu m'obliges à faire », murmura-t-il, d'une voix soudainement douce qui me fit plus peur que ses cris. « Tu vois, tu me fais perdre les pédales. Si seulement tu faisais ce qu'on te demande, ça n'arriverait jamais. » Quand il me lâcha enfin, je titubais vers le mur, pressant ma paume contre la chaleur lancinante qui se propageait sur ma joue. Je savais que si je restais un instant de plus, je me briserais en morceaux que je ne pourrais jamais recoller. En sanglotant, je me suis retournée et j'ai fui, laissant derrière moi les 2 personnes qui avaient promis d'être ma famille, avec les premiers pleurs de mon bébé résonnant à mes oreilles. J'ai couru dans le couloir vers la porte d'entrée, mes pieds nus glissant sur le parquet. Derrière moi, j'ai entendu Mathieu jurer et le son de ses pas lourds me suivant.
La panique me donna des ailes, et j'atteignis la porte avant lui, tournant la poignée avec des doigts tremblants. « Chloé, reviens ici tout de suite !» Sa voix retentit dans l'étroit couloir de l'immeuble, alors que je descendais les escaliers à toute vitesse, m'agrippant à la rampe pour ne pas tomber. Mon corps, encore faible de l'accouchement récent, protestait à chaque mouvement, mais la peur était plus forte que la douleur. La place de Belleville était pleine de vie à cette heure de l'après-midi. Des familles se promenant, des personnes âgées assises sur les bancs, des jeunes riant aux terrasses des cafés. Pendant une seconde, je restais paralysée. Comment le monde pouvait-il continuer à tourner alors que le mien venait de voler en éclats? « Madame, ça va ?» Une femme âgée, aux cheveux blancs coiffés en un chignon serré, s'approcha de moi. Ses yeux s'écarquillèrent en voyant mon visage, qui devait sûrement déjà porter la marque du coup. « Mon Dieu, qu'est-ce qui vous est arrivé ?» Je ne pus répondre. Les mots restèrent coincés dans ma gorge tandis que les larmes coulaient librement sur mes joues. Je regardais en arrière, vers l'entrée de l'immeuble, craignant de voir Mathieu sortir à tout moment. « Venez avec moi », dit la femme en me prenant le bras avec une fermeté surprenante. « Ma maison est juste là. Nous pouvons appeler la police de là-bas. Mon bébé ?» réussis-je à articuler entre deux sanglots. « Mon bébé est là-haut. Je ne peux pas partir sans elle. » La femme, j'appris plus tard qu'elle s'appelait Hélène et qu'elle avait été enseignante pendant 40 ans, me regarda avec un mélange de compassion et de détermination. « Alors nous allons appeler la police tout de suite. Vous ne pouvez pas y retourner seule. » Elle sortit un téléphone portable de son sac et, sans lâcher mon bras, composa le 17. Pendant que nous attendions, elle me guida jusqu'à un porche voisin, hors de la vue directe de mon immeuble. « Mon nom est Hélène Martin », dit-elle quand quelqu'un répondit à l'autre bout du fil. « Je suis sur la place de Belleville avec une jeune femme qui a été agressée. Elle a des marques visibles de coups sur le visage et dit que son bébé est toujours dans l'appartement avec l'agresseur. » Pendant qu'Hélène parlait à la police, mon esprit volait vers Alice. Allait-elle bien? Monique s'en occupait-elle correctement? Et s'ils décidèrent de partir, de l'emmener loin où je ne pourrais pas la trouver? La panique me fit trembler plus fort. « Calmez-vous, ma petite », murmura Hélène en couvrant le téléphone d'une main. « Ils arrivent. Nous ne laisserons rien arriver à votre bébé. Je ne sais pas combien de temps nous avons passé là, dans ce porche qui sentait la lessive et le pot-au-feu. Cela aurait pu être des minutes ou des heures. Ma perception du temps était complètement déformée. Je ne me souviens que du son des sirènes qui s'approchaient et de la sensation des mains ridées d'Hélène tenant les miennes. Quand les policiers sont arrivés, un homme et une femme, tous deux avec des expressions sérieuses mais aimables, ils m'ont posé quelques questions rapides. Qui m'avait agressée? Était-ce déjà arrivé? Quel âge avait mon bébé? Je répondis mécaniquement, comme si je parlais de la vie de quelqu'un d'autre. « Nous allons monter chercher votre fille », dit la policière, dont le nom était Aurélie, selon la plaque sur son uniforme. « Mais vous ne devriez pas venir avec nous. Y a-t-il quelqu'un que nous puissions appeler? Un membre de votre famille ou un ami ?» Je pensais à mes parents, morts des années plus tôt dans un accident de voiture. Je pensais aux amis que j'avais cessé de voir quand j'avais commencé à sortir avec Mathieu, aux collègues de travail avec qui j'avais perdu contact quand j'étais tombée enceinte. Je me sentis soudainement seule, une île au milieu d'un océan hostile. Et puis je me suis souvenue de Julien, mon grand frère. Nous nous étions disputés quand je lui avais dit que j'allais épouser Mathieu. Il ne lui avait jamais fait confiance. Il disait qu'il y avait quelque chose dans ses yeux qui ne lui plaisait pas. Nous ne nous étions pas parlé depuis, mais je savais qu'il vivait toujours à Montreuil, dans le même appartement où nous avions grandi. « Mon frère », dis-je, la voix plus ferme maintenant. « Julien Moreau, il vit à Montreuil. » Pendant que la police prenait note de l'adresse et du numéro de téléphone de Julien, que par chance je me rappelais encore, je sentis un calme étrange s'emparer de moi. Une partie de mon esprit, celle qui pouvait encore penser clairement, commençait à élaborer un plan. Je ne retournerai pas dans cet appartement seul. Je ne laisserai pas ma fille entre les mains de ces gens une minute de plus que nécessaire. Et surtout, je ne permettrai plus jamais à Mathieu de lever la main sur moi. Hélène insista pour rester avec moi pendant que nous attendions des nouvelles. Elle m'emmena dans un café voisin et commanda un thé chaud qu'elle plaça entre mes mains tremblantes. « Buvez », ordonna-t-elle doucement. « Ça vous fera du bien. » J'obéis mécaniquement, reconnaissante pour la chaleur qui se propagea dans ma gorge et ma poitrine. La douleur à la joue avait laissé place à une pulsation sourde et je pouvais sentir qu'elle enflait à vue d'œil.
Mon mari me battait aussi, dit Hélène soudainement, d'une voix basse mais claire. Il y a 40 ans, il n'y avait pas de policiers qui venaient à vous aider, ni de foyer d'accueil, ni d'ordonnance de protection. On subissait ou on partait sans rien. Je la regardais, surprise par sa confession. Son visage ridé montrait une dignité tranquille, celle de quelqu'un qui a survécu à une tempête et a trouvé la paix de l'autre côté. « Qu'avez-vous fait ?» demandai-je. Un petit sourire apparut sur ses lèvres. Je suis partie sans rien, et ce fut la meilleure décision de ma vie. J'ai passé cette nuit-là dans ma voiture, garée à quelques rues de là, trop engourdie pour sentir le froid. La police avait réussi à récupérer Alice, mais avait recommandé que nous ne passions pas la nuit à la maison. « Pour votre sécurité », avait dit l'agente Aurélie en me tendant une enveloppe avec des informations sur les foyers d'accueil et la procédure pour porter plainte. Au moins jusqu'à ce que nous ayons l'ordonnance de protection. Le problème, c'est que je n'avais nulle part où aller. Julien ne répondait pas au téléphone. Hélène avait proposé de m'héberger, mais son appartement était minuscule, à peine un studio où elle-même tenait à peine. Je la remerciais pour son geste, mais je ne voulais pas m'imposer. Alors me voilà, dans ma vieille Renault Clio, avec Alice dormant sur le siège arrière, dans le couffin que j'avais insisté pour que la police récupère avec un sac rempli à la hâte de couche et de quelques vêtements. Mon visage brûlait encore là où Mathieu m'avait frappé, et chaque fois que je fermais les yeux, je voyais le regard triomphant dans les yeux de Monique. Je me suis agrippée au volant, et je me suis demandé comment tout en était arrivé là, comment l'amour s'était si vite transformé en cruauté. Comment n'ai-je rien vu venir ? Murmurai-je dans l'obscurité, observant dans le rétroviseur la forme qu'Alice formait sous la couverture en laine que ma collègue Sandrine m'avait tricotée pendant ma grossesse. Sandrine, la caissière du Franprix, où j'avais travaillé les premiers mois à Paris, avant de connaître Mathieu. Une femme simple et généreuse qui m'avait accueillie comme une fille quand j'étais arrivée de Lyon, sans argent, et avec guère plus que des rêves dans ma valise. 1000 questions criaient dans ma tête. Étais-je vraiment si inutile ? L'avais-je mérité d'une manière ou d'une autre ? Y avait-il des signes que je n'avais pas voulu voir ? Je me suis souvenu des petites choses. Comment Mathieu contrôlait nos finances jusqu'au dernier centime, comment il critiquait ma façon de m'habiller, comment il m'avait peu à peu éloigné de mes amis, me convainquant qu'ils n'étaient pas bons pour moi. Ils sont une mauvaise influence pour toi, Chloé. Ils n'ont pas d'ambition, ils ne vont nulle part. Et moi, amoureuse et éblouie par cet homme éduqué, avec un travail stable et une famille respectable, je l'avais écouté. Bête, bête, bête. Je me frappais doucement le front contre le volant, en essayant de ne pas faire de bruit pour ne pas réveiller Alice. Mais sous la peur et le doute, une petite flamme commençait à s'allumer. Ma fille avait besoin de moi. Si j'abandonnais, elle grandirait en croyant que c'était normal, que la douleur faisait partie de l'amour. Je ne pouvais pas permettre que cela arrive. Le portable que j'avais sur les genoux vibra, me faisant sursauter. C'était un numéro inconnu. D'un doigt tremblant, je répondis. « Chloé ?» La voix à l'autre bout du fil était immédiatement familière, bien que cela fasse presque 1 an que je ne l'avais pas entendu. « C'est Julien. La police m'a contacté. Où es-tu » Les larmes que j'avais retenues jaillirent soudainement. « Juju » sanglotai-je, sans pouvoir me contrôler. « Je suis tellement désolée. Tu avais raison à son sujet. Tu avais raison. Ça n'a pas d'importance maintenant. » Sa voix était ferme, mais je pouvais déceler l'inquiétude sous-jacente. « Dis-moi où tu es. Je viens te chercher. » Je lui donnai l'adresse, en essayant de m'orienter dans l'obscurité. J'étais quelque part près de la porte de Bagnolet, dans une rue latérale peu passante. « Ne bouge pas de là, » ordonna-t-il. « J'arrive dans 20 minutes. » Pendant que j'attendais, j'observais les lumières de la ville à travers le pare-brise. Paris la nuit avait toujours eu un air magique pour moi. Depuis la première fois que j'y suis arrivée, à 18 ans, le cœur plein d'espoir. J'avais aimé cette ville, ses rues étroites, ses places animées, son ciel implacablement bleu. Je me demandais maintenant si je ressentirais à nouveau cet amour, ou si Paris serait toujours entaché par le souvenir de cette nuit. Alice bougea dans son couffin, émettant de petits bruits que je reconnus comme le prélude à des pleurs de faim. Je la sortis avec précaution et la berçai contre ma poitrine, sous la faible lumière du lampadaire le plus proche. Ses petits yeux s'ouvrirent et me regardèrent, sombres et confiants,
ne sachant rien du monde cruel dans lequel elle était arrivée. « Je te promets qu'on va s'en sortir », lui murmurai-je en lui offrant mon sein. Elle commença à téter avidement, et je sentis cette connexion profonde qu'aucune violence ne pourrait briser. « C'est toi et moi contre le monde, ma petite. » Les phares d'une voiture illuminèrent l'intérieur de la Clio. Pendant un instant, la panique m'envahit. Et si c'était Mathieu? Mais alors, je vis la silhouette reconnaissable de Julien descendant de sa vieille fourgonnette, la même qu'il utilisait pour transporter des matériaux de construction pour son travail. Je klaxonnai doucement pour lui indiquer où nous étions, et en quelques secondes, la porte passager s'ouvrit. Julien resta immobile un instant, me regardant avec Alice dans les bras. La lumière de la rue éclairait suffisamment mon visage pour qu'il puisse voir l'ecchymose. « Enfoiré !» murmura-t-il en serrant les poings. « Je vais le tuer. »« Non !» dis-je avec une fermeté que je ne me connaissais pas. « Je n'ai pas besoin que tu le tues. J'ai besoin que tu nous aides à être en sécurité. » Il passa une main dans ses cheveux courts, un geste que je me rappelais de notre enfance, quand il essayait de contrôler son tempérament. Julien avait toujours été protecteur, parfois trop. Notre père lui avait inculqué qu'un homme devait prendre soin de sa famille, avant que le cancer ne l'emporte quand j'avais à peine 12 ans. « D'accord, » dit-il finalement en respirant profondément. « De quoi as-tu besoin ? Un endroit où dormir cette nuit. Et demain ?» J'avalai ma salive, la réalité de ce que je devrais faire s'abattant sur moi comme une chape de plomb. « Demain, je dois porter plainte officiellement et obtenir qu'un juge me donne la garde provisoire d'Alice. » Julien hocha la tête, observant sa nièce avec un mélange de tendresse et de fureur contenue. « La fourgonnette est plus chaude. Viens à mon appartement. Ce n'est pas grand-chose, mais il y a de la place pour nous trois. » Nous avons rassemblé les quelques affaires que j'avais, et après avoir sécurisé le couffin d'Alice sur le siège arrière de la fourgonnette, nous nous sommes mis en route vers Montreuil. Le trajet fut silencieux. Il y avait tant à dire, tant d'excuses à présenter, tant d'explications à donner, mais nous savions tous les deux que ce n'était pas le moment. L'appartement de Julien était petit, mais propre, avec cette odeur caractéristique de peinture et de térébenthine qui l'accompagnait toujours. Un canapé usé, une table avec 2 chaises, une petite télévision et des étagères pleines de livres d'architecture. Sa passion frustrée. La carrière qu'il n'avait jamais pu terminer à la mort de nos parents. « Tu peux dormir dans ma chambre », dit-il en désignant une porte. « Je resterai sur le canapé. »« Merci », murmurai-je, trop épuisé pour protester. « Juju, je... »« Demain », m'interrompit-il doucement. « Demain, nous parlerons de tout. Maintenant, tu as besoin de te reposer. » La chambre de Julien était austère mais accueillante. Un lit simple avec des draps propres, une commode, et sur le mur, à ma grande surprise, une photo encadrée de nous deux sur la plage de la Ciotat, le dernier été que nous avons passé avec nos parents. Il a dû remarquer mon regard, car il a dit depuis la porte « Tu n'as jamais cessé d'être ma sœur, Chloé, même quand j'ai cru t'avoir perdue. » Quand la porte se referma derrière lui, je plaçai Alice, déjà endormie, au centre du lit, et m'allongeai à côté d'elle, formant avec mon corps une barrière protectrice. L'épuisement de la journée me rattrapa enfin. Mais avant que le sommeil ne me terrasse, je pris une décision. Je ne serai plus jamais une victime. Pour moi, et surtout, pour ma fille. Le lendemain matin, l'odeur du café fraîchement préparé me réveilla. Alice dormait paisiblement à côté de moi, ses petites mains fermées en de minuscules poings. Je l'observai un instant, m'émerveillant de la façon dont quelque chose d'aussi parfait avait pu naître d'une relation si toxique. Quand je suis sortie dans la cuisine, Julien était de dos, face à la plaque vitro-céramique, en train de préparer ce qui ressemblait à des crêpes. « Bonjour », dis-je, et ma voix sonna étrangement normale, comme si c'était un jour ordinaire, et non le jour après que ma vie ait volé en éclats. Il se retourna et m'offrit une tasse de café. « Tu as dormi un peu ?» J'acquiesçai en acceptant la tasse chaude entre mes mains. Alice ne s'est réveillée que 2 fois pour manger. C'est une gentille fille, comme sa mère, dit-il. Et dans ses yeux, je vis une détermination qui me donna de la force. J'ai appelé un ami. Il est avocat. Il viendra dans 1 heure pour nous conseiller sur la marche à suivre. Pendant que nous déjeunions de ces crêpes, un luxe que Julien s'offrait le dimanche, m'expliqua-t-il, nous avons planifié les prochaines étapes. Porter plainte contre Mathieu. Obtenir une ordonnance de protection. Récupérer nos affaires de l'appartement. Trouver un nouvel endroit où vivre. C'étaient des tâches énormes, écrasantes, mais avec Julien à mes côtés,
Elle semblait au moins possible. « Je ne vais pas te laisser affronter ça seule », m'assura-t-il en me serrant la main sur la table. « Pas cette fois. » Il était presque midi quand je suis retournée à la maison. Cette fois non pas comme une femme brisée, mais comme une mère prête à se battre. Julien marchait à mes côtés, son expression taillée dans la pierre. Derrière lui, l'inspecteur Dubois s'approchait des marches du porche. Je sentis mon cœur battre la chamade, mais je refusais de laisser la peur me réduire à nouveau au silence. L'avocat que Julien avait appelé, un homme nommé Maître Bernard, avait agi avec une rapidité surprenante. Des cas comme le vôtre nécessitent une action immédiate, avait-il expliqué en rédigeant la plainte dans son petit bureau du 13e arrondissement. Surtout quand un mineur est impliqué. La plainte avait été déposée le matin même, et le juge des référés avait émis une ordonnance de protection provisoire. C'est temporaire, avait prévenu Maître Bernard, mais suffisant pour que vous puissiez récupérer vos affaires en toute sécurité. Maintenant, avec le document officiel dans mon sac et Alice en sécurité chez Sandrine, mon ancienne collègue de travail qui avait pleuré en voyant mon visage meurtri et avait juré de ne laisser personne approcher la petite, j'étais prête à affronter tout ce qui serait nécessaire. De l'intérieur, j'entendis les bruits étouffés de quelqu'un qui bougeait. La clé tremblait dans ma main alors que je l'insérais dans la serrure. Julien posa sa main sur mon épaule, un geste silencieux de soutien qui me donna la force de tourner la clé. La porte s'ouvrit et, un instant, la confusion vacilla sur le visage de Mathieu. Ma belle-mère apparut derrière lui, tenant un téléphone, ses lèvres se courbant déjà dans une autre grimace de mépris, jusqu'à ce qu'elle voie qui était avec moi. Toute couleur quitta son visage. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» exigea Mathieu, ses yeux passant de moi à Julien, puis à l'inspecteur. « Qu'est-ce que ce policier fait ici ?» L'inspecteur Dubois s'éclaircit la gorge et annonça pourquoi nous étions là. Je vis l'arrogance de Mathieu s'effriter et se transformer en panique. « C'est ridicule !» balbutia-t-il en reculant vers le salon. « Je ne sais pas ce qu'elle vous a raconté, mais elle ment. Elle est instable depuis qu'elle a eu la petite. Dépression post-partum ou quelque chose comme ça. » Monique avait laissé tomber le téléphone et regardait maintenant frénétiquement autour d'elle, comme si elle cherchait une issue. « Où est ma petite fille ?» demanda-t-elle d'une voix aiguë. « Qu'as-tu fait d'elle ?»« Alice est en sécurité, » répondis-je, surprise par le calme de ma voix. « Loin de vous deux. »« Tu ne peux pas faire ça, » siffla Monique en s'approchant si près que je pouvais sentir son parfum bon marché, le même qui imprégnait les rideaux de notre maison et qui m'avait toujours donné mal à la tête. Mathieu est son père. Il a des droits. On perd ses droits quand on frappe sa femme, intervint Julien, sa voix contenant à peine sa fureur. Et toi ? Il regarda Monique avec mépris. Tu es complice. L'inspecteur fit un pas en avant, se plaçant entre nous. Monsieur Chevalier, j'ai une ordonnance du tribunal autorisant Madame Moreau à récupérer ses affaires et celles de sa fille. Je vous suggère de coopérer ou nous devrons vous emmener au commissariat pour officialiser votre arrestation. Mathieu pâlit encore plus, si c'était possible. Son regard se tourna vers la porte de notre chambre, comme s'il calculait s'il pourrait y arriver avant nous. Peut-être pensait-il à cacher quelque chose, ou peut-être cherchait-il simplement une issue. « J'ai le droit de parler à mon avocat », dit-il finalement. « Bien sûr », acquiesça l'inspecteur. « Vous pouvez l'appeler tout de suite. Mais en attendant, nous allons procéder comme stipulé dans l'ordonnance. » Monique s'approcha de Mathieu et lui murmura quelque chose à l'oreille. Je vis son expression changer, passant de la peur au calcul. Je connaissais ce regard. C'était le même qu'il arborait quand il planifiait comment manipuler une situation à son avantage. « Chloé, » dit-il en adoptant un ton conciliant qui me retourna l'estomac. « Nous n'avons pas à faire ça comme ça. Nous pouvons parler, résoudre nos différends comme des adultes, pour le bien d'Alice. »« Il est trop tard pour ça, Mathieu, » répondis-je en avançant vers la chambre. « Je suis seulement venue pour nos affaires. » Julien me suivit de près, comme une ombre protectrice. À nous deux, nous avons commencé à rassembler les vêtements d'Alice, ses jouets, les couches et les crèmes. Je pris aussi mes papiers, quelques photos, et le peu de vêtements qui comptaient pour moi. Le reste, il pouvait le garder. Pendant que nous rangions tout dans les valises que nous avions apportées, j'entendis Mathieu parler à voix basse avec l'inspecteur dans le salon. Son ton avait complètement changé, il était maintenant soumis, presque suppliant. « C'est un bon acteur », murmura Julien, en fermant une des valises avec plus de force que nécessaire. « Il l'a toujours été, n'est-ce pas »
J'acquiesçai, me souvenant comment Mathieu avait charmé tout le monde lors de notre premier rendez-vous. Comment il avait réussi à ce que même mon frère sceptique lui donne une chance au début. Ce n'est que lorsqu'il a commencé à m'isoler, à me contrôler, que Julien avait commencé à voir à travers sa façade. Le pire, c'est qu'une partie de moi veut encore le croire, confessai-je en pliant une petite grenouillère qu'Alice n'avait jamais portée. Une partie de moi continue de penser que c'était peut-être juste un mauvais moment, qu'il pourrait changer. Il ne le fera pas. La voix de Julien était douce, mais ferme. Les hommes comme lui ne changent pas, Chloé. Ils deviennent juste meilleurs pour cacher qui ils sont vraiment. Nous avons fini de faire nos valises en silence. Quand nous sommes sortis dans le salon, Mathieu était assis sur le canapé, la tête entre les mains. Monique, quant à elle, s'était retranchée dans la cuisine, d'où elle nous lançait des regards venimeux. « Vous avez terminé ?» demanda l'inspecteur, qui avait surveillé attentivement toute la scène. « Oui », répondis-je en ajustant la sangle du sac allongé sur mon épaule. « C'est tout ce dont nous avons besoin. » Mathieu leva les yeux, et ce que je vis dans son regard me glaça le sang. Ce n'était pas du remords, ni même de la colère. C'était un calcul froid, le regard de quelqu'un qui planifiait déjà son prochain coup. « Ce n'est pas fini, Chloé, » dit-il d'une voix contrôlée. « Alice est ma fille. Je ne vais pas renoncer à elle. Tu aurais dû y penser avant de lever la main sur sa mère, » répondit Julien en se plaçant devant moi. Pendant un moment, je craignis que Mathieu ne se jette sur mon frère. Ses poings se serrèrent, et un muscle se tendit dans sa mâchoire. Mais l'inspecteur fit un pas en avant, sa présence rappelant à Mathieu exactement où nous étions et ce qui était en jeu. « Partons », murmurai-je en tirant doucement sur la manche de Julien. « S'il te plaît. » Avec un dernier regard sur ce qui avait été ma maison pendant la dernière année, je suis sortie de l'appartement. Ce n'est que lorsque nous fûmes dans la rue, la porte fermement close derrière nous, que je pus respirer à nouveau. Le soleil de midi tombait sur la place, chauffant les pavés et faisant briller les feuilles des arbres. Un couple de personnes âgées passa à côté de nous, leurs mains entrelacées après des décennies ensemble. Un groupe d'enfants jouait près de la fontaine, leurs rires flottant dans l'air comme des bulles. La vie continuait, étrangère au petit drame qui venait de se dérouler dans un 3e étage sans ascenseur. « Ça va ?» demanda Julien, en étudiant mon visage avec inquiétude. Je n'allais pas bien. J'avais peur. J'étais confuse, et une partie de moi était encore sous le choc. Mais en observant la vie normale se dérouler autour de moi, je ressentis quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. L'espoir. « Ça ira », répondis-je. Et pour la première fois depuis longtemps, je crus que cela pourrait être vrai. L'inspecteur nous accompagna jusqu'à la fourgonnette de Julien, où nous avons chargé les valises. Avant de partir, il me tendit une carte avec son numéro direct. « Appelez-moi s'il y a le moindre problème », dit-il gravement. « Et n'oubliez pas le rendez-vous avec le juge la semaine prochaine. Il est fondamental que vous y alliez. » Je le remerciai, et nous nous sommes dit au revoir. Pendant que Julien nous ramenait vers Montreuil, où Alice nous attendait, mon esprit planifiait déjà les prochaines étapes. Je devrais trouver du travail, un endroit où vivre, organiser la garde d'Alice. Une chose à la fois, dit Julien, comme s'il pouvait lire dans mes pensées. Aujourd'hui, tu as fait le plus difficile. Il avait raison. J'avais affronté ma peur et j'avais survécu. Ce ne serait pas le dernier obstacle, je le savais bien. Mathieu ne renoncerait pas facilement, et Monique ferait tout son possible pour le soutenir. Mais je n'étais plus seule. Quand nous sommes arrivés à l'appartement de Sandrine, elle nous attendait avec Alice dans les bras. Ma petite était réveillée, ses yeux sombres observant le monde avec cette curiosité infinie des nouveau-nés. En me voyant, elle agita ses petites mains comme si elle me reconnaissait. « Ça a été un ange », dit Sandrine en me l'attendant avec précaution. Une petite fille adorable et tranquille. Je berçai Alice contre ma poitrine, inhalant son odeur de lait et de talc. Quelque chose s'apaisa en moi, une détermination que je ne savais pas posséder. « On va s'en sortir », lui murmurai-je, non pas comme un souhait ou une prière, mais comme une promesse. « Je te le jure ». Pendant un battement de cœur, personne ne bougea. Puis, lentement, les bras de Mathieu se desserrèrent. Il regarda désespérément Monique, mais elle reculait déjà, murmurant des excuses que le juge ignorait d'un geste impassible. Alors que je tendais les bras, Alice revint enfin là où elle devait être, contre ma poitrine, sa chaleur m'ancrant d'une manière que rien d'autre ne pourrait. La salle d'audience de la 5e chambre du tribunal de Paris était dans un silence absolu.
3 semaines s'étaient écoulées depuis que j'avais quitté l'appartement avec mes affaires. 3 semaines de déposition, de rapports médicaux et d'entretiens avec des travailleurs sociaux. 3 semaines pendant lesquelles Mathieu était passé des supplications aux menaces et de nouveau aux supplications, essayant de convaincre tout le monde que tout avait été un malentendu, que j'étais déséquilibrée par les hormones postpartum. Mais les marques sur mon visage avaient été photographiées par la police. Le témoignage d'Hélène avait été accablant. Et quand le juge, un homme d'une 50aine d'années aux yeux fatigués mais attentifs, m'avait demandé si je craignais pour ma sécurité et celle de ma fille, ma réponse avait été claire et ferme. « Oui, monsieur le juge, je crains. » L'ordonnance de protection provisoire était devenue permanente. La garde exclusive d'Alice m'avait été accordée, avec un régime de visite supervisé pour Mathieu, qu'il pourrait demander après avoir suivi un programme de gestion de la colère. Quand Alice commença à s'agiter, je pressai mes lèvres contre ses cheveux doux et fermai les yeux. Je ne les rouvris que lorsque j'entendis des sanglots étouffés. Mathieu était tombé à genoux, au milieu de la salle, les mains levées dans une supplication pathétique. « S'il te plaît, Chloé, » gémit-il, des larmes coulant sur son visage. « Tu ne peux pas me faire ça. Tu ne peux pas m'enlever ma fille. Je l'aime, tu le sais. S'il te plaît. » Monique le suivit, s'agenouillant à côté de lui, son visage également trempé de larmes, alors qu'elle m'implorait de ne pas faire ça. « C'est un homme bien, » insistait-elle, comme si je n'avais pas la preuve du contraire gravée sur ma peau. « Il a juste eu une mauvaise journée. On fait tous des erreurs. » Le juge frappa doucement avec son maillet. « Monsieur Chevalier, Madame Chevalier, je vous prie de garder votre calme. La décision est prise. » L'avocat commis d'office qui représentait Mathieu, un jeune homme en costume trop grand qui semblait mal à l'aise avec toute la procédure, se pencha vers lui murmurant quelque chose qui le fit se relever avec un effort évident. « Monsieur le juge, » dit-il d'une voix tremblante, « je demande à reconsidérer le régime de visite. Je suis prêt à faire tout ce qui est nécessaire pour prouver que je peux être un bon père. » Le juge le regarda par-dessus ses lunettes. « Votre demande sera examinée une fois que vous aurez terminé le programme indiqué et que les services sociaux auront émis un rapport favorable. D'ici là, la décision est maintenue. » Je me suis tournée, ne voulant plus en voir. Maître Bernard, mon avocat, me guida vers la porte avec une main douce sur mon dos. Julien nous attendait dehors, faisant les 100 pas nerveusement dans le couloir. « Alors » demanda-t-il dès qu'il nous vit. « Tout a été accordé » répondit Maître Bernard avec un sourire fatigué. « La garde, l'ordonnance de protection, même la pension alimentaire que nous avons demandée. » Julien expira bruyamment, comme s'il avait retenu sa respiration pendant des heures. « Dieu merci » murmura-t-il, puis il s'approcha pour voir Alice, qui s'était endormie dans mes bras, étrangère au drame qui venait de se résoudre en sa faveur. Nous avons commencé à marcher vers la sortie, nos pas résonnant sur le sol en marbre du palais de justice. Autour de nous, d'autres histoires se déroulaient, des couples divorçants, des héritages contestés, des vies changeant à chaque coup de maillet. Nous n'étions qu'une histoire de plus dans ce lieu où la justice tentait de mettre de l'ordre dans le chaos des relations humaines. « Comment tu te sens ?» demanda Julien quand nous sommes arrivés à l'extérieur, où le soleil de juin tombait implacablement sur Paris. Comment je me sentais ? C'était une question complexe. Soulagée, bien sûr, épuisée, effrayée par ce qui allait suivre, mais surtout, je ressentais une étrange sensation de paix, comme si quelque chose en moi s'était réajusté à sa position correcte. « Libre », répondis-je finalement, et le mot avait le goût de la vérité sur ma langue. Maître Bernard nous quitta après avoir convenu que nous nous reverrions la semaine suivante pour finaliser quelques formalités. Alors que nous marchions vers le métro, Julien me raconta qu'il avait parlé à son patron, le propriétaire de l'entreprise de construction où il travaillait. « Ils ont un appartement à Bagnolet », expliqua-t-il. « Il est petit et a besoin de quelques rénovations, mais le loyer est raisonnable. Et le mieux, c'est que je pourrais le retaper moi-même pendant mon temps libre. » Je le regardais, surprise. « Juju, je ne peux pas accepter. Ce n'est pas la charité, » m'interrompit-il fermement. « C'est ce que fait la famille. En plus, j'ai besoin d'avoir ma nièce près de moi. Elle est en train de gagner mon cœur trop rapidement. » Je lui souris, reconnaissante de l'avoir à mes côtés. Au cours des dernières semaines, Julien s'était avéré être le pilier dont j'avais besoin, le seul qui ne m'avait jamais fait défaut, même lorsque je lui avais fait défaut en m'éloignant. « Je te dois tellement, » murmurai-je, alors que nous attendions sur le quai.
Il secoua la tête. « Tu ne me dois rien. La seule chose que je veux, c'est que tu sois heureuse, Chloé. Toi et cette petite puce. » Il caressa doucement la joue d'Alice, qui dormait toujours paisiblement. Le wagon du métro était plein, mais un homme âgé se leva immédiatement pour me céder sa place quand il me vit avec le bébé. Je le remerciai avec un sourire, et il hocha la tête, ses yeux ridés brillants de gentillesse. « Les enfants sont des bénédictions », commenta-t-il en s'agrippant à la barre tandis que le train démarrait. « Ma femme et moi en avons eu 4. Les meilleures années de notre vie. Où est-elle maintenant ?» demandai-je, reconnaissant la solitude dans ses yeux. « Elle est partie il y a 2 ans, » répondit-il, son regard se perdant dans un point lointain. 53 ans ensemble. Je suis désolée, dis-je, et je le pensais sincèrement. Il sourit avec tristesse. Ne soyez pas désolée. Nous avons eu une belle vie ensemble. C'est ce que je vous souhaite, à vous et à votre petite. Quand nous sommes arrivés à notre arrêt, l'homme nous a dit au revoir d'un signe de la main. En montant les escalators vers la surface, je pensais à ces paroles. Une belle vie. Était-ce possible pour moi maintenant? Pour nous? L'appartement de Bagnolet se révéla être meilleur que ce à quoi je m'attendais. Un 2e étage avec 2 petites chambres, un salon-salle à manger lumineux et une cuisine ancienne mais fonctionnelle. Les murs avaient un besoin d'être repeints et le parquet était rayé à certains endroits, mais il avait du potentiel. Il pourrait être prêt dans 2 semaines, dit Julien, évaluant le travail nécessaire d'un œil professionnel. En attendant, tu peux continuer à rester avec moi. Je parcourus l'espace vide, imaginant ce que ce serait de le remplir de nouveaux souvenirs. Un berceau pour Alice dans la plus petite chambre. Peut-être qu'un jour, quand elle serait plus grande, nous pourrions peindre les murs de sa couleur préférée. Une table dans le salon où nous pourrions manger ensemble, où elle pourrait faire ses devoirs quand elle commencerait l'école. J'aime bien, décidai-je. Et pour la première fois depuis longtemps, je sentis que je prenais une décision qui était vraiment la mienne. Ce soir-là, alors que je nourrissais Alice dans le petit appartement de Julien, mon téléphone sonna. C'était un numéro inconnu, et pendant un instant, je craignis que ce ne soit Mathieu, ignorant l'ordonnance de protection. Mais quand je répondis, la voix à l'autre bout du fil était féminine et familière. « Chloé, c'est Rose, du Café des Amis. Tu te souviens de moi ?» Bien sûr que je me souvenais. Rose était la propriétaire du café où j'avais travaillé avant de connaître Mathieu, une femme énergique d'une 60aine d'années, qui traitait ses employés comme sa famille. Rose, bien sûr. Comment vas-tu? Bien, ma chérie. Sandrine m'a raconté ce qui t'est arrivé. Sa voix s'adoucit. Je suis vraiment désolée. Sincèrement. Merci, répondis-je, ne sachant pas quoi dire de plus. Écoute, je vais droit au but. J'ai besoin d'une serveuse pour le service du matin. Pas de soir, pour que tu puisses être avec ta fille. Et il y a une crèche juste à côté qui pourrait l'accepter. Je connais la directrice. Ça t'intéresse? Je restais sans voix un moment. C'était comme si l'univers conspirait en ma faveur pour la première fois depuis longtemps. Rose, Oui, ça m'intéresse beaucoup. Parfait. Passe demain, et on parlera des détails. Et Chloé, elle fit une pause. Je suis fière de toi. Toutes n'ont pas le courage de faire ce que tu as fait. Quand j'ai raccroché, les larmes coulaient librement sur mes joues, mais pour la première fois depuis longtemps, ce n'étaient pas des larmes de douleur. Je regardais Alice, qui m'observait avec ses yeux sombres et intelligents. « On va s'en sortir », lui dis-je, et cette fois, je le croyais vraiment. Le chemin ne serait pas facile, je le savais. Il y aurait des jours difficiles, des nuits où la solitude pèserait comme une chape de plomb. Mathieu resterait une ombre dans nos vies, au moins jusqu'à ce qu'Alice soit assez grande pour décider par elle-même si elle voulait une relation avec son père. Mais maintenant, j'avais quelque chose que j'avais perdu pendant mon mariage, la certitude de ma propre valeur, la conviction que je méritais une vie sans peur, et surtout, la détermination de créer un avenir où ma fille ne croirait jamais, jamais, que l'amour et la douleur vont de pair. Alors que je berçais doucement Alice, le soleil commençait à se coucher sur Paris, baignant la pièce de tons dorés. Dans la rue, la vie continuait. Des rires, des conversations, le bruit constant d'une ville qui ne dort jamais tout à fait. Et pour la première fois depuis longtemps, je sentis que je faisais partie de cette vie, que le monde était à nouveau plein de possibilités. « Merci », murmurai-je à Alice, à Julien,
à toutes les personnes qui m'avaient aidé à trouver ma force quand j'en avais le plus besoin. Merci de ne pas m'avoir laissé abandonner. Et ainsi, avec ma fille dans les bras et l'avenir s'étendant devant nous comme une toile blanche, j'ai accueilli notre nouvelle vie. Une vie qui, malgré ses inévitables difficultés, serait la nôtre à façonner, libre d'ombre et pleine d'espoir. Comme disait ma mère avant de partir trop tôt, « La vie, ce n'est pas ce qui t'arrive, mais ce que tu fais avec ce qui t'arrive. » Et j'étais déterminée à faire quelque chose de beau de cette seconde chance qui m'avait été accordée.